la une de ce journal, après le kidnapping de John Froundi, l'escalade de violence décriée dans les régions anglophones se propage sous d'autres formes dans la région de l'Ouest, victimes de pillages et d'incendies de leurs habitations. Les populations terrorisées dénoncent de multiples attaques menées par des individus armés venant de ces régions en proie à des violences meurtrières depuis près de 3 ans, d'où l'urgence de l'ouverture d'un dialogue réitéré par l'opposition, la société civile et la communauté internationale. Nous en parlerons en ouverture de ce journal. Les Lions U17 qui rentrent de façon triomphale au Cameroun, ils ont bénéficié d'un bon foule et d'un accueil chaleureux dans la cité capitale et des félicitations du président de la République. Comment sont-ils arrivés à conquérir ce trophée de champion d'Afrique des moins de 17 ans? Les entraîneurs et la Fédération camerounaise de football s'expliquent dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le chairman du SDF est de retour à Bamenda dans sa résidence. Il reçoit depuis son retour dans sa résidence des amis, sympathisants venus s'enquérir de la situation qu'il a vécue le week-end, notamment lors de son enlèvement alors qu'il se rendait dans la ville de Kumbu pour les obsèques de Joseph Banadzem, député SDF. Il a été enlevé durant près de 6 heures. Il revient sur les circonstances de ce kidnapping et les discussions qu'il a entretenues avec ses ravisseurs. Il s'exprime dans ce reportage que signe Eric Martial-Diomon. C'est le foot du chairman Zaltelaire, retrouvé de la liberté. Lui, qui le samedi 27 avril a été maintenu captif par les sécessionnistes durant près de 7 heures d'horloge. Tout commence à son domicile de Darikon. En route pour l'inhumation de l'honorable Joseph Banadzem Loukon à Kumbu, il tente de braver la menace que représentent les Amba Boys le long de l'itinéraire. Si j'accepte d'enterrer Banadzem loin de chez lui et demain je vais à Kumbu, que répondrai-je à ses frères et sœurs s'ils me posent la question sur le lieu où il se trouve? Je dois aller en sort l'enterrer. Le cortège prend finalement la route avant d'être intercepté une première, puis une deuxième fois. When we first got to Wainama, the Amba Boys there told us that quand nous sommes arrivés, les Amba Boys nous ont fait savoir qu'ils ont appris que nous étions escortés par l'armée. Ils ont fouillé les véhicules et n'ont trouvé aucun soldat. Nous avons continué notre route. we continued. When we got to Arrivés en Sop, ceux de là ont à nouveau intercepté le cortège. Ils ont demandé aux autres membres de la délégation de continuer le chemin et à moi de venir échanger avec eux. Je suis allé pour un entretien avec eux et c'est sur ces entrefaits que je me suis rendu compte que j'étais kidnappé. got there, I realized that I'd been abducted. Pendant près de 7 heures d'interrogatoire, John Froundi présente sa vision des choses aux sécessionnistes. I'm happy I had the wonderful opportunity to talk my mind to them and to give them my own point of view. Pendant 6 ou 7 heures que j'ai passées entre leurs mains, j'ai pu longuement échanger avec eux et leur ai donné mon point de vue. And people have been very frightened. Instead of going closer to talk to them, J'ai réalisé que ces garçons n'étaient pas au courant de nombreux faits. and not putting down the firm facts the way they should be. Une fois libéré, il ira tout de même à Kumbu et trouvera que Joseph Banadzem Loukon, qu'il présentait comme son fils, a déjà été inhumé en son absence. De retour sur Bamenda, il promet à nouveau d'écrire une lettre à Paul Biya, alors qu'il s'était promis de ne plus le faire au regard des silences de ce dernier face à ses sorties épistolaires. It's the circumstances that avail themselves for me to. Ce sont les circonstances qui m'obligent à écrire à nouveau au chef de l'État. Parce que quand j'écris, cela reste dans les It's archives. there on record for you to know that yesterday this man addressed. Avant John Froundi, ce sont plusieurs membres de sa famille qui ont été victimes des rapts des sécessionnistes. Et le SDF qui s'insurge contre la manipulation après l'enlèvement et le kidnapping de John Froundi. Son premier vice-président dénonce le jeu trouble de certaines personnalités de l'administration
camerounaise et certains médias qui amplifient une polémique autour de cet enlèvement afin de camoufler l'ampleur de l'insécurité dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest face à la multiplication des enlèvements et des exactions menées par des groupes séparatistes. Le SDF réitère l'urgence d'ouvrir un dialogue pour apaiser les tensions dans les régions anglophones. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan. Le communiqué signé dimanche par le premier vice-président du Social Democratic Front, Joshua Ossi, indique qu'aucune rançon n'a été payée pour la libération de Ni John Frondi, qui a par ailleurs refusé d'accéder à la demande de démission des élus du SDF du Parlement, tel qu'exigé par les ravisseurs. Le parti de la Balance dénonce par contre une volonté de manipuler l'opinion publique, allusion faite aux publications de certains titres de presse ayant traité le kidnapping du chairman du Social Democratic Front comme une mise en scène. Il nous est par ailleurs revenu qu'une réunion d'urgence s'est tenue dans la nuit de samedi à dimanche à Yaoundé entre un haut commis de l'État, des pontes du parti État et des patrons de presse à l'effet de banaliser ou tourner en dérision l'enlèvement du chairman John Frondi, comme si le parti avait besoin d'attendre l'enterrement de 2 de ses cadres à Kumbo et à Douala pour procéder à une telle ignominie. Le Social Democratic Front va plus loin en annonçant des poursuites judiciaires contre les auteurs de ce qu'il considère comme un dénigrement. Le parti de Ni John Frondi réitère son orientation fédéraliste et un nouvel appel en faveur d'un retrait des forces de défense et de sécurité et la cessation des violences entre les partis en conflit. À titre de rappel, le SDF s'indigne depuis 1990 sur la marginalisation que subissent les populations originaires des actuelles régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, entre autres, et nous prônons un arrangement institutionnel fédéral entre les différentes parties du Cameroun qui seul peut permettre le développement local. Nous sommes contre la violence exercée par les différentes parties belligérantes dans ces régions et avons en maintes reprises demandé le retour des militaires. Le Social Democratic Front rappelle ses initiatives au Parlement en vue d'une résolution du conflit. Initiative infructueuse butée à la majorité du RDPC. Pour le Social Democratic Front, seule la vérité, la réparation et la réconciliation nationale sont les gages pour sauver le Cameroun face à cette tension. Je vous le disais en titre, cette escalade de violence décriée dans les régions anglophones se propage sous d'autres formes dans la région de l'Ouest. Là-bas, une ceinture d'insécurité se forme dans certaines localités. Des individus armés venant de ces régions anglophones pillent des villages, incendient des habitations et promettent des représailles aux populations réticentes à leur céder leurs biens matériels. Celles-ci, terrorisées, témoignent dans ce reportage que signe Leclerc Sakem. Les populations de Bamungum, proche du centre-ville de Bafoussam, vivent depuis quelques jours la peur dans le ventre. La psychose qui s'est emparée résulte des faits non ordinaires du mouvement séparatiste qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Moi, j'étais dans ma boutique. Aux environs de 3 heures, j'ai compris les gens parler devant ma boutique. Je me suis dit que ce sont les gens qui voulaient prendre le taxi. Ils avaient peur parce que je laisse la lumière dehors. Bon, entre-temps, j'ai compris seulement la voix qui haussait. Je me suis mis sur la chaise dedans. J'ai regardé par le dehors. J'ai vu les gens nombreux devant la boutique qui parlaient que les gens de l'Ouest s'y sont trop têtus. On va les faire comprendre que nous sommes dehors. Depuis on leur dit que nous sommes dehors, ils ne veulent pas comprendre. Le matin, eux-mêmes, ils vont voir que nous sommes dehors. On n'est pas là pour blaguer. J'ai ouvert la porte à 6 heures. J'ai vu que une maison à moins de 50 mètres de chez moi, ils ont mis feu. Puisque ce qui me fait dire que ce sont eux parce qu'ils ont laissé les mêmes tracts qu'ils ont laissés devant ma boutique là-bas. J'ai ouvert ma porte, j'ai vu ma part d'enveloppe qu'ils ont mis au sol. Ils ont écrit un tract, ils ont mis dans l'enveloppe, ils ont enfoncé dans ma boutique. Quand j'ai pris l'enveloppe, j'ai lu, ils ont écrit, ils me donnent 3 jours pour m'aligner comme eux. Je porte aussi ma part d'armes, je m'aligne comme eux. Sinon, je les envoie 300 000. On a brûlé la maison ici, venu dans nos 3 boutiques ici, lancer les papiers dedans, qu'on paye 300 000 pour les soutenir, les gens de la zone à nous. On a jeté les tracts là, les ambassadeurs. Nous sommes là. Tout est parti d'un incendie qui a consumé cette bâtisse. Dans la nuit de jeudi à vendredi. Cet incendie de la maison de notre chef de quartier, je me suis couché, j'ai entendu les coups comme le pétard, quoi. J'ai appelé le 118, personne n'a réagi. J'ai appelé le 117.
Personne n'a réagi. J'ai appelé le 113, personne n'a réagi. Les faits se déroulent entre le camp militaire et ce poste de contrôle mixte. La nuit du dimanche 28 au lundi 29 du mois en cours n'a pas été fleuve tranquille pour les habitants de cette zone. Cette nuit, vers 21h, il y avait certains gars dans mon quartier, 2 personnes. L'autre personne était placée vers la quincaillerie, l'autre était placée vers le garage taxi à la Sonnelle. Là que la dernière fois, ils sont venus jeter les pneus en route et parler de pidgin. Entre 23, comme ça, on a constaté qu'il y a certaines 3 motos qui sont venues, les autres sont montés sur la moto. Toutes choses qui ralentissent les activités génératrices de revenus. Depuis la nuit de jeudi à vendredi jusqu'ici, ma boutique est vide. Je ne vends plus parce que les gens ont peur, il n'y a pas la sécurité. À partir de 18h, il n'y a plus les activités. Les activités ne fonctionnent plus comme avant. Même dans la journée, le quartier est naze, il n'y a plus rien. Les populations apeurées appellent les pouvoirs publics à l'aide. Je pleure à l'État, franchement, qu'il essaye de mettre vraiment la sécurité dehors. Depuis le déclenchement de la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, c'est la première fois que la ville de Bafoussam subisse des atrocités attribuées aux séparatistes. Et dans cette guerre contre les séparatistes anglophones, des défenseurs des droits humains se plaignent d'être victimes d'intimidation et de menaces subies du fait de certaines autorités administratives. Dans un tel contexte sociopolitique, ils ont adressé une lettre ouverte au chef de l'État pour lui faire part des risques d'une évocation officielle de cette crise anglophone lors d'une session du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les autorités administratives interpellées rejettent ces allégations et affirment que le gouvernement camerounais est disponible à discuter avec les commissions africaines des droits de l'homme et des peuples afin de trouver des solutions aux multiples crises qui sévissent au Cameroun. Reportage François Dikoumé et Jean-Paul Chouniat. Dans sa lettre ouverte à Paul Biya, le Centre africain pour la démocratie et les droits de l'homme se plaint de la montée des actes d'intimidation des autorités camerounaises contre les institutions régionales et internationales de défense des droits humains dans leur condamnation des violations des droits fondamentaux et libertés au Cameroun. La African Center for Democracy and Human Rights Studies parle d'un ton intimidant du gouvernement camerounais en réaction à un communiqué de presse de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples réunie le 6 mars 2019 et signé de Rémi Ngoy Lumba, rapporteur spécial des défenses des droits de l'homme et point focal sur les représailles en Afrique. Par la voix de la délégation camerounaise prenant part à la 64e session de la Commission africaine des droits humains tenue le 22 avril en Égypte, le régime de Yaoundé rejette avec la plus grande énergie toutes les accusations portées à l'endroit des hauts responsables de l'État du Cameroun. Et de ce fait, la délégation camerounaise, dans son droit de réponse, demande au Centre africain pour la démocratie et les droits humains à engager la responsabilité des auteurs de cette lettre, à condamner le contenu pernicieux portant atteinte à l'image du Cameroun et surtout d'éviter à l'avenir de diffuser des documents aux propos outrageants et non fondés vis-à-vis d'un État. D'autre part, le Centre africain pour la démocratie et les droits humains déplore le manque de volonté politique du régime de Yaoundé à répondre adéquatement aux violations flagrantes et systématiques des droits humains à l'extrême nord Cameroun et dans les 2 régions anglophones, ceci ayant entraîné la prolifération des bandes armées et le flux massif des déplacés internes et des réfugiés. Dans cette lettre à Paul Biya, le Centre africain pour la démocratie et des droits humains menace de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour une éventuelle résolution si une solution pacifique n'est pas trouvée à la crise anglophone qui secoue le pays depuis 3 ans. Cela fait 2 mois que Jeanne d'Arc Mwenju, fidèle d'une église de Reveil, est portée disparue après une veillée de prière organisée sur les hauteurs du mont Eloudem dans la région du centre. Le tribunal a effectué une descente sur les lieux afin de démystifier les zones d'ombre autour de cette affaire. Les premiers indices et les déclarations du pasteur incriminé n'ont pas permis de voir plus clair. Pour autant, la famille garde la foi en des chances de survie de Jeanne d'Arc, portée disparue depuis près de 2 mois. Reportage, Marcelin Gansop. Presque 2 mois après sa disparition, la famille est toujours sans nouvelles de Mwenju Jeanne d'Arc. À la demande de la famille, le parquet de Ngoumou, qui s'est saisi du dossier, a donc décidé d'y voir clair en conduisant le pasteur qui avait organisé le pèlerinage sur le lieu où tout a commencé, au sommet du mont Eloudem, dans l'arrondissement de Bankomo. Ça m'a même un peu effrayé. Un véritable parcours du combattant pour qui connaît les étapes à franchir et les difficultés qu'il faut braver pour atteindre le sommet de la montagne.
Au bout de moultes efforts, les membres de la famille de la disparue, le pasteur Emmanuel Mananjou et les forces de l'ordre arrivent donc au sommet du mont Elumdem, où le pasteur les balade d'un coin à l'autre. Des déclarations de ce dernier, rien à se mettre sous la dent. Nous retiendrons des contre-vérités de ce que le pasteur déclarait par le passé. À l'exemple du lieu où il avait eu à récupérer les habits, comment il avait fait pour les récupérer, ainsi de suite. D'autant plus qu'il nous faisait comprendre que lui, il a vu les habits avec le groupe, mais le groupe nous fait comprendre qu'il est venu leur présenter les habits. Un enseignement encore, c'est que du bas de la montagne jusqu'au sommet, on dirait que quelqu'un nous avait déjà précédé. Parce que là-dessus, nous avons vu des flèches marquées au sol avec l'initiale JA, et du bas de la montagne jusqu'au sommet. Et nous savons qui a fait ces tracés, ces flèches, bien avant que nous arrivions, parce que c'est quelque chose de ce matin. Autant d'éléments qui amènent la famille de Jeanne d'Arc à penser que quelque chose ne tourne pas rond dans cette affaire. Aussi croit-elle dur comme fer que Mwenju Jeanne d'Arc est vivante et que seul le pasteur détient les clés du mystère. Et là, nous avons, à partir de là, tiré une conclusion. Nous sommes aujourd'hui convaincus que lui, il sait là où elle se trouve. Parce que s'il y avait eu perte, disparition au niveau de la montagne, on aurait su. Nous avons traversé plusieurs personnes en montant, nous avons posé des questions. Mais une réponse apparente à nous avons entendu des odeurs, nous avons entendu ceci ou cela au niveau de la montagne. Donc ce pasteur, il sait là où elle se trouve. Au sortir de cette reconstitution des faits vécue par quelques curieux, la famille ne souhaite qu'une seule chose: revoir Jeanne d'Arc, dont on est sans nouvelles depuis le 3 mars dernier. Ce pasteur nous a toujours raconté des histoires et tout ce que je demande, les juges, le procureur, que tout ce que je demande, c'est ma petite sœur Jeanne d'Arc. Qu'on mette la puce sur ce pasteur et ses fidèles pour qu'ils puissent me remettre notre sœur. Je suis à chaud de l'âme, je ne sais même pas comment je peux même continuer à parler. Ma petite sœur me manque. Elle me manque. Bien que meurtrie par cette dure épreuve, la famille attire l'attention des populations sur la prolifération des églises de réveil, lesquelles mettent de plus en plus en mal la cohésion familiale, voire sociale. Qu'avant que les gens partent dans ces églises, qu'ils essaient de réfléchir au moins plusieurs fois avant d'aller dans ces églises. Parce que même si ma soeur est morte, si je la retrouve, folle ou vivante, je dis aux gens que méfiez-vous des églises réveillées. Parce que ces églises réveillées, vraiment, ça nous crée beaucoup de problèmes. Que la population comprenne ça. Aujourd'hui, partout, on trouve des églises, partout. Dans des maisons, dans des cuisines, dans des toilettes, on trouve des églises. En rappel, c'est dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mars 2019 que Mwenju Jeanne d'Arc a disparu. C'était au cours d'une nuit de prière organisée par la mission pour la restauration divine, dont la chapelle de Koumdoum est logée chez le pasteur, aujourd'hui écrouée à la prison de Ngoumou. Depuis lors, la famille est sans nouvelles de Jeanne d'Arc, alors que les 9 autres fidèles, plus le pasteur, sont revenus sains et saufs. La capitale économique Douala abrite des réseaux de vente illicite des accessoires volés dans les voitures. Un circuit a été démantelé au lieu dit Camp Yabassi après une enquête menée par les fins limites de la gendarmerie. Innocent Abega et Flavien Valondongo. Non, ce n'est pas tout. Des pièces de véhicules de toutes sortes découvertes sous le lit dans un domicile du quartier Yabassi à Douala. Sors tout ça. Le poteau rose est à l'actif des éléments du GMI numéro 2 de la ville de Douala au cours d'une patrouille de routine. La propriétaire du domicile où les accessoires des véhicules volés ont été stockés nie tous les faits. Vous n'avez rien trouvé, vous n'avez aucune preuve. On a trouvé les choses. Vous n'avez trouvé quoi? C'est ça mes choses. J'ai apporté la voiture, je vais vous montrer. Madame, est-ce qu'on peut mettre déjà oui, vous avez identifié, je vais vous montrer. Le présumé voleur met note au point. Son malheur est d'être aux commandes des coups de vol des accessoires des véhicules partout dans la ville de Douala. Non, j'étais là dehors aujourd'hui quand ils sont venus l'arrêter, non? Quand on est venu l'arrêter, il n'était pas là. Je suis parti dans ma réunion. Mais on n'arrêtait pas encore quoi? C'est pas leur problème ici. C'est pas leur bandit ici, ils veulent quoi? Dans les couloirs du quartier Yabassi, le commissaire Méfiré et ses éléments transportent le butin pour le GMI numéro 2. Le tout dans une ambiance surchauffée. Arrêtez ça! Arrêtez ça! Vous voulez savoir ce qu'on a trouvé là-bas? Il n'y a pas de problème. Venez là où je suis là. Venez au bureau avec ça. Et non,
Avant le départ de la police, des langues se délient. La dame qui niait les faits il y a quelques instants dénonce ses complices. Je vais vous présenter tout le monde. Quand vous êtes attaqué à moi, c'est tout le monde qui va partir en prison Kabassi. Chaque jour, dans nos villes et campagnes, des véhicules sont dénoués des accessoires par des hors-la-loi qui y ont trouvé leur vache à lait. Parlons à présent de ce problème d'accès à l'eau potable dans la ville de Foumban, région de l'Ouest. Les populations sont confrontées à une grave pénurie et contraintes de pouvoir s'approvisionner dans des points d'eau souvent insalubres. Du côté de Kamwata, on évoque les difficultés liées à l'approvisionnement en énergie électrique et le sous-effectif dans la ville de Foumban. Reportage Mama Soufor et Gladys Sidier. De l'eau qui coule d'une source, principal point d'approvisionnement pour de nombreuses populations à Foumban, dans le département du Noun. C'est aussi un lieu de rassemblement pour les habitants du coin qui font leur lessive sur place, puisque l'eau est une denrée rare que l'on retrouve à des kilomètres des habitations. Certains en profitent d'ailleurs pour faire de grandes réserves une fois qu'ils sont sur place. Autre moyen d'approvisionnement en eau, les puits, propriété de quelques particuliers qui permettent aux habitants de se ravitailler de temps à autre. À Foumban, il faut avoir beaucoup de chance pour voir de l'eau couler des robinets de la société en charge de la distribution de l'eau. On a le problème d'eau ici parce que on fait deux fois même 5 jours sans eau. Et deux fois même quand ça vient même à minuit qu'on ne peut même pas puiser. Et deux fois tu veux même puiser, tu puises 2 bidons en coupe. Et pour puiser même, ça vient étant sale. Nous effectuons une longue distance pour pouvoir peut-être puiser l'eau. Nous affrontons les collines, des centaines de kilomètres pour aller puiser de l'eau. Ça fait des mois qu'il n'y a plus de l'eau dans ce quartier parce que l'eau de Kamwata n'arrive pas à monter ici et on fait plus de 10 à 15 km avant de trouver de l'eau pour faire du ménage. Et pour trouver de l'eau à boire, on doit aller payer de l'eau pour le robinet en ville, quelque part où le fort, où se ravitailler. Les populations s'accommodent à ce mode de vie, se lever à des heures précises de la nuit pour recueillir de l'eau. Les responsables de l'entreprise en charge de la distribution à Foumban évoquent un certain nombre de difficultés qu'ils rencontrent, pouvant justifier la pénurie. Les difficultés qu'on a ici sont généralement dues au courant. Vous avez constaté tout à l'heure, à peine on met les machines en marche, ça s'arrête. Donc la baisse de tension nous dérange. On est peu nombreux, ici il n'y a pas d'argent et la population elle-même est aussi cause. Quand on arrange par exemple un tuyau ou bien quand un tuyau est apparent quelque part, les gens se permettent de casser. Les actes de vandalisme, on casse, on fait tout, on est obligé de fermer. La solution c'est un générateur. Si on a un générateur, on va pomper l'eau continuellement, il n'y aura plus de coupure et tout le monde sera servi. Si des solutions aux problèmes d'autonomie d'énergie et de sous-effectifs sont trouvées, les images des populations parcourant des kilomètres à la recherche de l'eau ne seront bientôt plus qu'un lointain souvenir dans la ville de Foumban. Très peu d'agriculteurs le savent, mais la faible protection phytosanitaire est à l'origine des pertes post-récolte. La menace est également observée au Cameroun et en Afrique subsaharienne. Et le comité de pilotage du Conseil phytosanitaire inter-africain qui décide de planifier une nouvelle stratégie visant à sensibiliser à la fois les producteurs agricoles, mais aussi les gouvernements africains sur la stratégie à mettre en œuvre pour protéger les plantations durant les saisons de récolte et les saisons de production agricole. D'autres précisions avec Dallas Tiana et Julingue Nyondé. Employant près de 60% de la population camerounaise, l'agriculture enregistre d'énormes pertes post-récolte dues à l'inefficacité de la protection phytosanitaire. Révélation du ministre de l'Agriculture et du Développement rural lors de la 12e session du comité de pilotage du Conseil phytosanitaire interafricain à Douala. Gabriel Baérobé cite principalement la chenille guichonnière et la mouche de fruits, ces insectes prédateurs qui nuisent aux récoltes. Ces dernières années, nous faisons face
à des prédateurs émergents qui sont la chenille ligionnaire. Au Cameroun, nous l'avons enregistré dans beaucoup de départements. Ces chenilles ont fait des ravages dans le Mungo, dans le centre ou bien dans l'Adamawa en ce qui concerne le maïs et les autres céréales. Et nous avons aussi la mouche de fruits qui est un prédateur de mangues et de fruits mangés. Donc l'Afrique doit se prémunir étant donné qu'en plus de ça, nous avons un phénomène qui se pointe à l'horizon, c'est la résistance aux antimicrobiens. La tenue de ce comité de pilotage est très très importante pour l'agriculture en général et pour la protection animale, protection humaine et la protection des plantes en général. La situation concerne non seulement les plantes, les animaux, mais les êtres humains aussi. C'est beaucoup plus l'usage pratique des antibiotiques. Nous avons vu que ces antibiotiques ont créé des résistances par rapport aux nuisibles qu'on veut attaquer. Et ces résistances font en sorte que nous-mêmes qui mangeons les produits qu'on a traités avec ces antibiotiques, ces antibiotiques posent des problèmes dans notre propre santé. Les pertes sont énormes au Cameroun et en Afrique en général. D'où l'urgence d'une adoption de solutions innovantes visant à réduire ces attaques. Nous devons sélectionner des produits qui peuvent lutter contre ces insectes. Solliciter les insectes qui sont très nuisibles et qui causent des dommages par rapport à l'action de l'homme. Donc il faut lutter pour atteindre le maximum de nos résultats, pour que nous puissions garantir l'autosuffisance alimentaire et la sécurité sanitaire des animaux. La lutte contre les organismes nuisibles joue un rôle clé dans l'amélioration de la santé des végétaux et dans la réalisation des objectifs du secteur agricole sur le continent. En bref, à présent, pas de pénurie de boissons hygiéniques chez les distributeurs et détaillants. Les syndicats ont décidé de surseoir le mot d'ordre de grève après une réunion de crise placée sous la supervision du ministre du Commerce. Luc Magloire Mbarga Tangana annonce d'autres concertations avec les industries brassicoles afin qu'il y ait une entente tripartite sur les prix des boissons hygiéniques et le système de distribution au Cameroun. Les champions d'Afrique des moins de 17 ans sont de retour. Les Lions U17 ont bénéficié d'un accueil chaleureux à l'aéroport international de Yaoundé, suivi d'un bain de foule dans les rues de la cité capitale. Ambiance festive liée à leur victoire durant la CAN des moins de 17 ans en Tanzanie. Reportage Rodin Gassi et Ike Cyril. Retour triomphal des héros de Tanzanie. Les Lions U17 sont arrivés à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène à bord d'un avion Ethiopian Airlines, auréolé de la victoire acquise à la finale de la CAN U17 Tanzanie 2019. La mobilisation est de taille à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène où le capitaine Steve Mvoué brandit le trophée conquis de haute lutte. Ensuite, c'est à bord d'un jeep de la gendarmerie nationale que le capitaine et ses coéquipiers qui suivent juste derrière vont parcourir les artères de la cité capitale. La pluie qui a arrosé la ville de Yaoundé n'a pas freiné les ardeurs des populations amassées le long de quelques grands carrefours, à l'instar d'un Van, Vongbi, Poste Central, Ouada, Rond-Point Lonkak, Bata Lonkak ou encore Texaco Omnisport. Dans le public aussi, des élèves qui ont déserté les salles de classe pour venir ovationner les champions d'Afrique. À l'hôtel Mansell de Yaoundé, tanière de circonstances des Lions U17, c'est une autre ambiance, marquée par le bain de foule des champions d'Afrique U17. Grosse ambiance ici à l'hôtel Mansell de Yaoundé. C'est le point de chute de la caravane qui est partie de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène
Les Lions U17 sont de retour. Ils ont ramené le trophée conquis de haute lutte à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Les Lionceaux vont loger ici. C'est la dernière de circonstances. Thomas Libi et ses poulains vont loger ici à l'hôtel Mansell de Yaoundé en attendant la suite de la célébration. Depuis le Mansell Hôtel de Yaoundé, justement, Rodrigue Ngassi, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Les Lions U17 qui ont remporté le trophée au terme d'une compétition âprement disputée. Le sélectionneur Thomas Libi parle de la hargne de ces poulains qui ont dû puiser dans leur tripes pour remporter cette finale de la CAN des moins de 17 ans en Tanzanie. Je vous propose de l'écouter. Nous avons eu 3 joueurs décalés. Nous avons été très surpris sur ces 3 joueurs décalés parce que je pense que nous avons fait un contrôle, 2 fois le contrôle des IREM au Cameroun. Et justement, à un endroit où la CAF fait tous ces examens. Mais subitement, quand nous sommes arrivés de l'autre côté, on a été un peu surpris d'avoir 3 joueurs décalés. Mais bon, nous n'avons pas baissé les bras parce que je pense qu'on avait un objectif à atteindre, c'était de se qualifier pour la Coupe du Monde. On a eu 18 joueurs et on a pu gérer avec les 18 joueurs. Maintenant, je pense qu'au niveau des demi-finales, on a eu un gros souci, c'est que les gamins, vu leur âge, on a manqué un peu de fraîcheur physique et ça a failli nous coûter cher, mais on a réussi quand même à pallier à ça et après nous sommes allés en finale où en principe je pense que là encore ça a été très très dur, mais les gamins je pense qu'ils ont gardé le sang-froid et nous sommes allés jusqu'au bout et je pense que c'est ça qui nous vaut ce que nous avons aujourd'hui. La Fédération camerounaise de football estime que cette performance des Lions U17 champions d'Afrique est le fruit d'une bonne préparation. Je vous propose à cet effet d'écouter le président de la FECAFOOT, Seydou Bombonjoya. On ne gagne pas une Coupe d'Afrique des Nations par hasard. C'est aussi le fruit de la qualité d'une préparation. Et je dois dire que nous avons mis beaucoup de moyens pour que cette préparation soit parfaite. Elle a commencé il y a 3 mois et avec des stages, plusieurs stages qui se sont succédés et un tournoi en Antalya en Turquie. Et après, les enfants ont été mis dans un cadre idéal pour pouvoir bien se concentrer avec un encadrement de haut niveau. Et voilà le résultat. Je pense que donc ce qu'on doit retenir de cette leçon, c'est qu'il n'y a pas de résultat sans effort, sans moyens. Et vous retrouverez ce soir, à partir de 21h, dans l'émission 100% Foot, l'analyse et le décryptage des performances des Lions U17 champions d'Afrique, émission présentée par, bien sûr, Sylvestre Hippolyte Zangaou. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Ni John Froundi, après son enlèvement de samedi dernier, va écrire à Paul Biya. Une fois de plus, alors qu'il avait décidé de ne plus écrire au chef de l'État en raison de son silence, malgré les multiples dénonciations des crises qui sévissent au Cameroun, et le chairman, victime d'un enlèvement qui a passé près de 6 heures en captivité, a décidé une fois de plus d'écrire au chef de l'État pour l'interpeller sur l'ampleur de la crise anglophone et la nécessité d'ouvrir un dialogue afin d'apaiser les tensions dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Démantèlement d'un réseau de vente illicite de pièces volées. Il ne se passe plus un jour sans qu'un automobiliste à Douala ne soit victime d'un vol des accessoires de sa voiture. Et les fins limées de la gendarmerie ont pu mettre la main sur un réseau de ces vendeurs et de ces trafiquants des accessoires volés dans les voitures, retrouvés sous le lit d'une dame, elle qui a d'abord nié les faits et finalement a décidé de se mettre à table afin de dévoiler tout ce circuit bien huilé dans la ville de Douala. Voilà, c'est la police, c'est Rick Nouffelé, le commissaire. La police qui s'est bien sûr occupée de cette affaire. Voilà, justement. Madame, Messieurs, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, Madame, Messieurs, la suite Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités.